Fable de La Fontaine. Tome 1er *** Jean de La Fontaine Fable, 1668 à 1694, livre Table des matières. Préface à Monseigneur le Dauphin. La cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, les deux mulets, le loup et le chien, la génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion, la besace, l'hirondelle et les petits oiseaux, le rat de ville et le rat des champs, le loup et l'agneau, l'homme et son image, le dragon à plusieurs têtes et le dragon à plusieurs queues. Les voleurs et l'âne simonide préservés par les dieux, la mort et le malheureux, la mort et le bûcheron, l'homme entre deux âges et ses deux maîtresses, le renard et la cigogne, l'enfant et le maître d'école, le coq et la perle, les frelons et les mouches à miel, le chêne et le roseau. Préface. L'indulgence que l'on a eue pour quelques-unes de mes fables me donne lieu d'espérer la même grâce pour ce recueil. Ce n'est pas qu'un des maîtres de notre éloquence n'ait désapprouvé le dessein de les mettre en vers. Il a cru que leur principal ornement était de n'en avoir aucun, que d'ailleurs la contrainte de la poésie, jointe à la sévérité de notre langue, m'embarrasserait en beaucoup d'endroits, et bannirait de la plupart de ces récits la breveté, qu'on peut fort bien appeler l'âme du conte, puisque sans elle il faut nécessairement qu'il languisse. Cette opinion ne saurait partir que d'un homme d'excellent goût, je demanderais seulement qu'il en relâchât quelque peu, et qu'il crût que les grâces lacédémoniennes ne sont pas tellement ennemies des muses françaises que l'on ne puisse souvent les faire marcher de compagnie. Après tout, je n'ai entrepris la chose que sur l'exemple, je ne veux pas dire des anciens, qui ne tirent point à conséquence pour moi, mais sur celui des modernes. C'est de tout temps, et chez tous les peuples qui font profession de poésie, que le Parnasse a jugé ceci de son apanage. À peine les fables qu'on attribue à Ésope virent le jour, que Socrate trouva à propos de les habiller des livrées des muses. Ce que Platon en rapporte est si agréable, que je ne puis m'empêcher d'en faire un des ornements de cette préface. Il dit que, Socrate étant condamné au dernier supplice, l'on remit l'exécution de l'arrêt, à cause de certaines fêtes. Cébèle alla voir le jour de sa mort. Socrate lui dit que les dieux l'avaient averti plusieurs fois, pendant son sommeil, qu'il devait s'appliquer à la musique avant qu'il mourût. Il n'avait pas entendu d'abord ce que ce songe signifiait, car, comme la musique ne rend pas l'homme meilleur, à quoi bon s'y attacher? Il fallait qu'il y eût du mystère là-dessous, d'autant plus que les dieux ne se lassaient point de lui envoyer la même inspiration. Elle lui était encore venue une de ces fêtes. Si bien qu'en songeant aux choses que le ciel pouvait exiger de lui, il s'était avisé que la musique et la poésie ont tant de rapports, que possible était ceux de la dernière qu'il s'agissait. Il n'y a point de bonne poésie sans harmonie, mais il n'y en a point non plus sans fiction, et Socrate ne savait que dire la vérité. Enfin il avait trouvé un tempérament, c'était de choisir des fables qui continssent quelque chose de véritable, telles que sont celles d'Ésope. Il employa donc à les mettre en vers les derniers moments de sa vie. Socrate n'est pas le seul qui est considéré comme sur la poésie et nos fables. Phèdre a témoigné qu'il était de ce sentiment, et par l'excellence de son ouvrage nous pouvons juger de celui du prince des philosophes. Après Phèdre, Aviennu a traité le même sujet. Enfin les modernes les ont suivis, nous en avons des exemples non seulement chez les étrangers, mais chez nous. Il est vrai que lorsque nos gens y ont travaillé, la langue était si différente de ce qu'elle est qu'on ne les doit considérer que comme étrangers. Cela ne m'a point détourné de mon entreprise, au contraire, je me suis flatté de l'espérance que si je ne courais dans cette carrière avec succès, on me donnerait au moins la gloire de l'avoir ouverte. Il arrivera possible que mon travail fera naître à d'autres personnes l'envie de porter la chose plus loin. Tant s'en faut que cette matière soit épuisée, qu'il reste encore plus de fables à mettre en vers que je n'en ai mis. J'ai choisi véritablement les meilleures, c'est-à-dire celles qui m'ont semblé telles, mais outre que je puis m'être trompé dans mon choix, il ne sera pas difficile de donner un autre tour à celle-là même que j'ai choisie, et si ce tour est moins long, il sera sans doute plus approuvé.
quoi qu'il en arrive, on m'aura toujours obligation, soit que ma témérité ait été heureuse et que je ne me sois point trop écarté du chemin qu'il fallait tenir, soit que j'aie seulement excité les autres à mieux faire. Je pense avoir justifié suffisamment mon dessein quant à l'exécution, le public en sera juge. On ne trouvera pas ici l'élégance ni l'extrême brièveté qui rendent Phèdre recommandable, ce sont qualités au-dessus de ma portée. Comme il m'était impossible de l'imiter en cela, j'ai cru qu'il fallait en récompense égayer l'ouvrage plus qu'il n'a fait. Non que je le blâme d'en être demeuré dans ces termes, la langue latine n'en demandait pas davantage, et si l'on y veut prendre garde, on reconnaîtra dans cet auteur le vrai caractère et le vrai génie de Terence. La simplicité est magnifique chez ces grands hommes, moi qui n'ai pas les perfections du langage comme ils les ont eues, je ne la puis élever à un si haut point. Il a donc fallu se récompenser d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec d'autant plus de hardiesse que Quintilien dit qu'on ne saurait trop égayer les narrations. Il ne s'agit pas ici d'en apporter une raison, c'est assez que Quintilien l'ait dit. J'ai pourtant considéré que, ces fables étant sues de tout le monde, je ne ferais rien si je ne les rendais nouvelles par quelques traits qui en relevassent le goût. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, on veut de la nouveauté et de la gaieté. Je n'appelle pas gaieté ce qui excite le rire, mais un certain charme, un air agréable, qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux. Mais ce n'est pas tant par la forme que j'ai donnée à cet ouvrage qu'on en doit mesurer le prix, que par son utilité et par sa matière. Car qu'y a-t-il de recommandable dans les productions de l'esprit, qui ne se rencontre dans l'apologue? C'est quelque chose de si divin, que plusieurs personnages de l'Antiquité ont attribué la plus grande partie de ces fables à Socrate, choisissant pour leur servir de père celui des mortels qui avait le plus de communication avec les dieux. Je ne sais comme ils n'ont point fait descendre du ciel ces mêmes fables, et comme ils ne leur ont point assigné un dieu qui en eût la direction, ainsi qu'à la poésie et à l'éloquence. Ce que je dis n'est pas tout à fait sans fondement, puisque, s'il m'est permis de mêler ce que nous avons de plus sacré parmi les erreurs du paganisme, nous voyons que la vérité a parlé aux hommes par parabole, et la parabole est-elle autre chose que l'apologue, c'est-à-dire un exemple fabuleux, et qui s'insinue avec d'autant plus de facilité et d'effet qu'il est plus commun et plus familier. Qui ne nous proposerait à imiter que les maîtres de la sagesse nous fourniraient un sujet d'excuse, il n'y en a point quand des abeilles et des fourmis sont capables de cela même qu'on nous demande. C'est pour ces raisons que Platon, ayant banni Homère de sa République, y a donné à Ésope une place très honorable. Il souhaite que les enfants sucent ces fables avec le lait, il recommande aux nourrices de les leur apprendre, car on ne saurait s'accoutumer de trop bonne heure à la sagesse et à la vertu. Plutôt que d'être réduit à corriger nos habitudes, il faut travailler à les rendre bonnes pendant qu'elles sont encore indifférentes au bien ou au mal. Or quelle méthode y peut contribuer plus utilement que ces fables? Dites à un enfant que Crassus, allant contre les Parses, s'engagea dans leur pays sans considérer comment il en sortirait, que cela le fit périr, lui et son armée, quelque effort qu'il fit pour se retirer. Dites au même enfant que le renard et le bouc descendirent au fond d'un puits pour y éteindre leur soif, que le renard en sortit s'étant servi des épaules et des cornes de son camarade comme d'une échelle, au contraire, le bouc y demeura pour n'avoir pas eu tant de prévoyance, et par conséquent il faut considérer en toute chose la fin. Je demande lequel de ces deux exemples fera le plus d'impression sur cet enfant, ne s'arrêtera-t-il pas au dernier, comme plus conforme et moins disproportionné que l'autre à la petitesse de son esprit. Il ne faut pas m'alléguer que les pensées de l'enfance sont d'elles-mêmes assez enfantines, sans y joindre encore de nouvelles badineries. Ces badineries ne sont-elles qu'en apparence, car dans le fond elles portent un sens très solide. Et comme, par la définition du point, de la ligne, de la surface, et par d'autres principes très familiers, nous parvenons à des connaissances qui mesurent enfin le ciel et la terre, de même aussi,
par les raisonnements et conséquences que l'on peut tirer de ces fables, on se forme le jugement et les mûresses, on se rend capable des grandes choses. Elles ne sont pas seulement morales, elles donnent encore d'autres connaissances. Les propriétés des animaux et leurs divers caractères y sont exprimés, par conséquent les nôtres aussi, puisque nous sommes l'abrégé de ce qu'il y a de bon et de mauvais dans les créatures irraisonnables. Quand Prométhée voulut former l'homme, il prit la qualité dominante de chaque bête, de ces pièces si différentes il composa notre espèce, il fit cet ouvrage qu'on appelle « le petit monde ». Ainsi ces fables sont un tableau où chacun de nous se trouve dépeint. Ce qu'elles nous représentent confirme les personnes d'âge avancé dans les connaissances que l'usage leur a données, et apprend aux enfants ce qu'il faut qu'ils sachent. Comme ces derniers sont nouveaux venus dans le monde, ils n'en connaissent pas encore les habitants, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. On ne les doit laisser dans cette ignorance que le moins qu'on peut, il leur faut apprendre ce que c'est qu'un lion, un renard, ainsi du reste, et pourquoi l'on compare quelquefois un homme à ce renard ou à ce lion. C'est à quoi les fables travaillent, les premières notions de ces choses proviennent d'elles. J'ai déjà passé la longueur ordinaire des préfaces, cependant je n'ai pas encore rendu raison de la conduite de mon ouvrage. L'apologue est composé de deux parties, dont on peut appeler l'une le corps, l'autre l'âme. Le corps est la fable, l'âme, la moralité. Aristote n'admet dans la fable que les animaux, il en exclut les hommes et les plantes. Cette règle est moins de nécessité que de bienséance, puisque ni Ésope, ni Phèdre, ni aucun des fabulistes ne l'a gardée, tout au contraire de la moralité, dont aucun ne se dispense. Que s'il m'est arrivé de le faire, ce n'a été que dans les endroits où elle n'a pu entrer avec grâce, et où il est aisé au lecteur de la suppléer. On ne considère en France que ce qui plaît, c'est la grande règle, et pour ainsi dire la seule. Je n'ai donc pas cru que ce fût un crime de passer par-dessus les anciennes coutumes lorsque je ne pouvais les mettre en usage sans leur faire tort. Du temps d'Ésope, la fable était contée simplement, la moralité séparée, et toujours ensuite. Phèdre est venu, qui ne s'est pas assujetti à cet ordre, il embellit la narration, et transporte quelquefois la moralité de la fin au commencement. Quand il serait nécessaire de lui trouver place, je ne manque à ce précepte que pour en observer un qui n'est pas moins important. C'est Horace qui nous le donne. Cet auteur ne veut pas qu'un écrivain s'opiniâtre contre l'incapacité de son esprit, ni contre celle de sa matière. Jamais, à ce qu'il prétend, un homme qui veut réussir n'en vient jusque-là, il abandonne les choses dont il voit bien qu'il ne saurait rien faire de bon, et que d'espra tractata nites repos, relinquit. C'est ce que j'ai fait à l'égard de quelques moralités, du succès desquelles je n'ai pas bien espéré. Il ne reste plus qu'à parler de la vie d'Ésope. Je ne vois presque personne qui ne tienne pour fabuleuse celle que Planude nous a laissée. On s'imagine que cet auteur a voulu donner à son héros un caractère et des aventures qui répondissent à ses fables. Cela m'a paru d'abord spécieux, mais j'ai trouvé à la fin peu de certitude en cette critique. Elle est en partie fondée sur ce qui se passe entre Gantus et Ésope, on y trouve trop de niaiseries, et qui est le sage à qui de pareilles choses n'arrivent point. Toute la vie de Socrate n'a pas été sérieuse. Ce qui me confirme en mon sentiment, c'est que le caractère que Planude donne à Ésope est semblable à celui que Plutarque lui a donné dans son banquet des 7 sages, c'est-à-dire d'un homme subtil, et qui ne laisse rien passer. On me dira que le banquet des 7 sages est aussi une invention. Il est aisé de douter de tout, quant à moi, je ne vois pas bien pourquoi Plutarque aurait voulu imposer à la postérité dans ce traité-là, lui qui fait profession d'être véritable partout ailleurs, et de conserver à chacun son caractère. Quand cela serait, je ne saurais que mentir sur la foi d'autrui, me croira Théon moins que si je m'arrête à la mienne. Car ce que je puis est de composer un tissu de mes conjectures, lequel j'intitulerai « Vie d'Ésope ».
quelque vraisemblable que je le rende, on ne s'y assurera pas, et, fable pour fable, le lecteur préférera toujours celle de Planude à la mienne. À Monseigneur le Dauphin je chante les héros dont Ésope est le père, troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons, ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes, je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Illustre rejeton d'un prince aimé des cieux, sur qui le monde entier a maintenant les yeux, et qui faisant fléchir les plus superbes têtes, comptera désormais ses jours par ses conquêtes, quelque autre te dira d'une plus forte voix les faits de tes aïeux et les vertus des rois. Je vais t'entretenir de moindres aventures, te tracer en ces vers de légère peinture, et si de ta gré je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. La cigale et la fourmi, la cigale et la fourmi, la cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal point. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant point. Le corbeau et le renard maître corbeau, sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage, et bonjour monsieur du corbeau que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, cette leçon vaut bien un fromage sans doute point. Le corbeau honteux et confus jura mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend, et s'enfle et se travaille, pour égaler l'animal en grosseur, disant, regardez bien, m'assure, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni point m'y voici donc, point du tout point m'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Les deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé, et faisait sonner sa sonnette, quand, l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percer de coups, il gémit, il soupire. Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe et je péris. Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi, si tu n'avais servi qu'un meunier, comme moi, tu ne serais pas si malade point. Le loup et le chien, un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc, l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint, qu'il admire.
Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables, cancres, airs, et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Point. Le loup reprit, que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien, donner la chasse aux gens portant bâtons et mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Point. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé. Qu'est-ce là? Lui dit-il. Point rien. Point quoi? Rien, peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez, pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien, que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Point. Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encore. La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion. La génisse, la chèvre et leur sur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre un cerf se trouva pris. Vers ses associés aussitôt elle envoie. Venu, le lion par ses ongles compta, et dit, nous sommes 4 à partager la proie. Puis, en autant de parts le cerf il dépeça, prit pour lui la première en qualité de sire, elle doit être à moi, dit-il, et la raison, c'est que je m'appelle lion, à cela l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore, ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. Point. La besace Jupiter dit un jour, que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur, si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur, je mettrai remède à la chose. Venez, singe, parlez le premier, et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait, moi, dit-il, pourquoi non? N'ai-je pas 4 pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché, mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'à ébaucher, jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre. Point. L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut, de sa forme il se loua très fort, glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles, il jugea qu'à son appétit Dame Baleine était trop grosse. Dame Fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant, pour elle, un colosse. Jupin les renvoya s'étant censuré tout, du reste content d'eux. Mais parmi les plus fous notre espèce excelle, car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils, et taupe envers nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes, on se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous crée à besacier tout de même manière, tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui, il fit pour nos défauts la poche de derrière, et celle de devant pour les défauts d'autrui. L'hirondelle et les petits oiseaux. Une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages, et devant qu'ils ne fussent éclos, les annonçait aux matelots. Il arriva qu'autant que le chanvre se sème, elle vit un manant en couvrir maint sillon. Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons, je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner, ou vivre en quelque coin.
Voyez-vous cette main qui, par les airs chemine? Un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là naîtront engins à vous envelopper, et lacets pour vous attraper, enfin, maintes et maintes machines qui causera dans la saison votre mort ou votre prison, gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, mangez ce grain et croyez-moi point. Les oiseaux se moquèrent d'elle, ils trouvaient au champ trop de quoi. Quand la chènevière fut verte, l'hirondelle leur dit, arrachez brin à brin ce qu'a produit ce mauvais grain, ou soyez sûrs de votre perte. Prophète de malheur, babillarde, dit-on, le bel emploi que tu nous donnes. Il nous faudrait 1000 personnes pour éplucher tout ce canton point. La chanvre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta, ceci ne va pas bien, mauvaise graine est au venu. Mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte, et qu'à leur blé les gens n'étant plus occupés feront aux oisillons la guerre, quand reglines, guettes et réseaux attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place, demeurez au logis ou changez de climat, imitez le canard, la grue ou la bécasse. Mais vous n'êtes pas en état de passer, comme nous, les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes, c'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous enfermer au trou de quelque mur point. Les oisillons, las de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusément que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prit aux uns comme aux autres, maint oisillon se vit esclave retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres et ne croyons le mal que quand il est venu. Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois le rat des villes invita le rat des champs d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolan sur un tapis de Turquie le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'il était en train. À la porte de la salle ils entendirent du bruit, le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire, rat en campagne aussitôt, et le citadin de dire, achevons tout notre rot. C'est assez, dit le rustique, demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre, je mange tout à loisir. Adieu donc. Fit du plaisir que la crainte peut corrompre. Le loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeune, qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage, tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau, je t'aide encore ma mère si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc l'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge point. Là-dessus, au fond des forêts le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. L'homme et son image pour monsieur le duc de la Rochefoucauld. Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde, il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans une erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames, miroirs dans les logis, miroirs chez les marchands, miroirs aux poches des galandes, miroirs aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse? Il se va confiner aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus des miroirs éprouver l'aventure.
Mais un canal, formé par une source pure, se trouve en ces lieux écartés, il s'y voit, il se fâche, et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau, mais quoi? Le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je parle à tous, et cette erreur extrême est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même, tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui, miroirs, de nos défauts les peintres légitimes, et quant au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des Maximes. Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues. Un envoyé du grand seigneur préférait, dit l'histoire, un jour chez l'empereur les forces de son maître à celles de l'Empire. Un Allemand se mit à dire, notre prince a des dépendants qui, de leur chef, sont si puissants que chacun d'eux pourrait soudoyer une armée. Point. Le Chiaou, homme de sens, lui dit, je sais par renommée ce que chaque électeur peut de monde fournir, et cela me fait souvenir d'une aventure étrange, et qui pourtant est vraie. J'étais en un lieu sûr, lorsque je vis passer les 100 têtes d'une hydre au travers du nez. Mon sang commence à se glacer, et je crois qu'à moins on s'effraie. Je n'en eus toutefois que la peur sans le mal, jamais le corps de l'animal ne put venir vers moi, ni y trouver d'ouverture. Je rêvais à cette aventure, quand un autre dragon, qui n'avait qu'un seul chef et bien plus qu'une queue, à passer se présente. Me voilà saisi d'heureux-chef d'étonnement et d'épouvante. Ce chef passe, et le corps, et chaque queue aussi, rien ne les empêcha, l'un fit chemin à l'autre. Je soutiens qu'il en est ainsi de votre empereur et d'une autre point. Les voleurs et l'âne pour un âne enlevé, 2 voleurs se battaient, l'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre. Tandis que coup de poing trottait, et que nos champions songeaient à se défendre, arrive un 3e larron qui saisit maître Aliboron. L'âne, c'est quelquefois une pauvre province, les voleurs sont tel ou tel prince, comme le Transylvain, le Turc et le Hongrois. Au lieu de 2, j'en ai rencontré 3, il est assez de cette marchandise. De nul deux n'est souvent la province conquise, un quart voleur survient, qui les accorde net en se saisissant du baudet. Simonide préservée par les dieux. On ne peut trop louer 3 sortes de personnes, les dieux, sa maîtresse et son roi. Malherbe le disait, j'y souscris, quant à moi, ce sont maximes toujours bonnes. La louange chatouille et gagne les esprits. Voyons comme les dieux l'ont quelquefois payé. Simonide avait entrepris l'éloge d'un athlète, et la chose essayée, il trouva son sujet plein de récits tout nus. Les parents de l'athlète étaient gens inconnus, son père, un bon bourgeois, lui, sans autre mérite, matière infertile et petite. Le poète d'abord, parla de son héros. Après en avoir dit ce qu'il en pouvait dire, il se jette à côté, se met sur le propos de Castor et Pollux, ne manque pas d'écrire que leur exemple était aux lutteurs glorieux, élève leur combat, spécifiant les lieux où ses frères s'étaient signalés davantage, enfin l'éloge de ces dieux faisait les 2/3 de l'ouvrage. L'athlète avait promis d'en payer un talent, mais quand il le vit, le galant n'en donna que le tiers, et dit fort franchement que Castor et Pollux acquittassent le reste. Faites-vous contenter par ce couple céleste. Je veux vous traiter cependant, venez souper chez moi, nous ferons bonne vie, les conviés sont gens choisis, mes parents, mes meilleurs amis, soyez donc de la compagnie. Point. Simonide promit. Peut-être qu'il eut peur de perdre, outre son dû, le gré de sa louange. Il vient, l'on festine, l'on mange. Chacun étant en belle humeur, un domestique accourt, l'avertit qu'à la porte 2 hommes demandaient à le voir promptement. Il sort de table, et la cohorte n'en perd pas un seul coup de dent. Ces 2 hommes étaient les Gémeaux de l'éloge. Tous 2 lui rendent grâce, et, pour prix de sévère, ils l'avertissent qu'il déloge, et que cette maison va tomber à l'envers. La prédiction en fut vraie.
un pilier manque, et le plafond ne trouvant plus rien qu'il était, tombe sur le festin, brise plat et flacon, n'en fait pas moins aux échansons. Ce ne fut pas le pis, car pour rendre complète la vengeance due au poète, une poutre cassa les jambes à l'athlète, et renvoya les convives pour la plupart estropiés. La renommée eut soin de publier l'affaire, chacun cria miracle. On doubla le salaire que méritaient les vers d'un homme aimé des dieux. Il n'était fils de bonne mère qui, les payant à qui mieux, pour ses ancêtres n'en fit faire. Je reviens à mon texte, et dis premièrement qu'on ne saurait manquer de louer largement les dieux et leurs pareils, de plus que Melpomène souvent, sans déroger, trafique de sa peine, enfin, qu'on doit tenir notre art en quelque prix. Les grands se font honneur dès lors qu'ils nous font grâce, jadis l'Olympe et le Parnasse étaient frères et bons amis. La mort et le malheureux, un malheureux appelait tous les jours la mort à son secours. Ô mort, lui disait-il, que tu me sembles belle. Viens vite, viens finir ma fortune cruelle. La mort crut, en venant, l'obliger en effet. Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre. Que vois-je? Cria-t-il, ôtez-moi cet objet, qu'il est hideux. Que sa rencontre me cause d'horreur et d'effroi n'approche pas, ô mort. Ô mort, retire-toi. Mécénas fut un galant homme, il a dit quelque part, qu'on me rend impotent. Cul de jatte, goutteux, manchot, pourvu qu'en somme je vive, c'est assez, je suis plus que content point. Ne viens jamais, ô mort, on t'en dit tout autant. La mort et le bûcheron, un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le fait du fagot aussi bien que des ans gémissants et courbés, marchait à pas pesants, et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderas guère point. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses, un homme de moyen âge, et tirant sur le grison, jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du content, et partant de quoi choisir, toutes voulaient lui plaire, en quoi notre amoureux ne se pressait pas tant, bien adressé n'est pas petite affaire. Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part, l'une encore verte, et l'autre un peu bien mûre, mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Ces deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allaient quelquefois testonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tous moments, de sa part emportait un peu du poil noir qui restait afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant, que notre tête grise demeura sans cheveux, et se douta du tour. Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les belles, qui m'avez si bien tondu, j'ai plus gagné que perdu, car d'y mène point de nouvelles. Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon je vécusse, et non à la mienne. Il n'est tête chauve qui tienne. Je vous suis obligé, belle, de la leçon point. Le renard et la cigogne compère. Le renard se mit un jour en frais, et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt, le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair, il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette, la cigogne au long bec n'en put attraper miette, et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie point.
À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point, bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeune retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue, et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. L'enfant est le maître d'école dans ce récit. Je prétends faire voir d'un certain sot la remontrance vaine. Un jeune enfant dans l'eau se laissa choir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouva, dont le Brehentschige, après Dieu, le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école, l'enfant lui crie, au secours, je péris point. Le magister, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave à contretemps s'avise de le tancer, ah! Le petit babouin. Voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise. Et puis, prenez de tels fripons le soin. Que les parents sont malheureux qu'il faille toujours veiller à semblable canaille. Qu'ils l'ont de mots. Et que je plains leur sort point. Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand, le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Et, mon ami, tire-moi du danger, tu feras après ta rereigne. Le coq et la perle. Un jour un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. Je la crois fine, dit-il, mais le moindre grain de mil serait bien mieux mon affaire point. Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin le libraire. Je crois, dit-il, qu'il est bon, mais le moindre ducaton serait bien mieux mon affaire point. Les frelons et les mouches à miel à l'œuvre, on connaît l'artisan. Quelques rayons de miel sans maître se trouvèrent, des frelons les réclamèrent, des abeilles s'opposant, devant certaines guêpes on traduisit la cause. Il était malaisé de décider la chose, les témoins déposaient qu'autour de ces rayons des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs, de couleur fort tannée, et tels que les abeilles, avaient longtemps paru. Mais quoi? Dans les frelons ces enseignes étaient pareilles. La guêpe, ne sachant que dire à ces raisons, fit enquête nouvelle, et pour plus de lumière, entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairci. De grâce, à quoi bon tout ceci? Dit une abeille fort prudente. Depuis tantôt 6 mois que la cause est pendante, nous voici comme au premier jour. Pendant cela le miel se gâte. Il est temps désormais que le juge se hâte, n'a-t-il point assez léché l'ours? Sans tant de contredits, et d'interlocutoires, et de fatras et de grimoires, travaillons, les frelons et nous, on verra qui sait faire, avec un suc si doux, des cellules si bien bâties. Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir, et la guêpe adjugea le miel à leur parti. Plus à Dieu qu'on régla ainsi tous les procès, que des Turcs en cela l'ont suivi la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code, il ne faudrait point tant de frais, au lieu qu'on nous mange, on nous gruge, on nous mine par des longueurs, on fait tant, à la fin, que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roitelet pour vous est un pesant fardeau, le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr.
Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci, les vents me sont moins qu'à vous redoutables, je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici contre leurs coups épouvantables résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Point. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts, et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Astérisque end of the Project Gutenberg e-book Fable de La Fontaine. Tome 1er updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement.
There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge.
If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraph 5.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraph 5.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraph 5.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S// does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4
except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAS, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4.
Information Abou Donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Symbol Marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information Abou Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique Works Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg Symbol Marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Symbol Marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Jean de La Fontaine Fable, 1668 à 1694, livre étable des matières préface à Monseigneur le Dauphin la cigale et la fourmi le corbeau et le renard la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf les deux mulets le loup et le chien la génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion la besace l'hirondelle et les petits oiseaux le rat de ville et le rat des champs le loup et l'agneau l'homme et son image le dragon à plusieurs têtes et le dragon à plusieurs queues les volerets. L'âne simonide préservé par les dieux la mort et le malheureux la mort et le bûcheron l'homme entre deux âges et ses deux maîtresses le renard et la cigogne l'enfant et le maître d'école le coq et la perle les frelons et les mouches à miel le chêne et le roseau The Full Project Gutenberg licence.